dérange si je garde cet écran-là? Non, ça va, merci. Vous le voyez, vous, bien comme il faut? Ça va? Ouais. Allez, on y va. Donc, on va parler aujourd'hui de métabolisme, hein, de vitalité. Alors, des métabolismes, la vitalité, c'est un terme c'est extrêmement large, surtout si on parle de l'être humain. Donc, on peut avoir la vitalité d'esprit, on peut avoir la vitalité à tous les niveaux. Donc là, aujourd'hui, on va parler vraiment du métabolisme énergétique, hein, ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Et cette énergie, elle est extrêmement importante parce que si on n'a pas d'énergie, eh ben, ou insuffisamment, on va avoir une vie où on va plutôt subir les choses plutôt qu'être acteur des choses. Donc, avoir beaucoup d'énergie, ben, ça permet de faire beaucoup de choses parce qu'on a besoin, quelqu'un qui a énormément d'énergie, elle va être obligée de la dépenser. Alors, des fois, de la mauvaise façon, euh, mais mais voilà, généralement, une personne qui entreprend rien et qui va vivre un petit peu, se laisser vivre, c'est une personne pas forcément feignante, mais c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'énergie. Et on peut parler aussi de ce manque d'énergie pour des personnes qui sont malades et qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à tenir un protocole, qui n'arrivent pas à être assez sérieux au niveau de l'alimentaire, au niveau de pas mal de choses. Ben, tout ça aussi, ça peut venir de ce manque de vitalité, d'énergie vitale. Donc, c'est pas que quelque chose qui concerne la jeunesse, qui fait partie des années où on a plutôt la pêche, la vingtaine, la trentaine. Normalement, la vitalité nous accompagne jusqu'au dernier jour. Donc, c'est ça, c'est vivre en bonne santé, c'est vraiment avoir beaucoup de vitalité. Donc, cette vitalité, elle est déjà en nous, on n'a pas besoin de la conquérir. Hein. Notre corps fabrique notre propre énergie. Donc de là, c'est extrêmement important de comprendre que on peut après par tout un tas de techniques la canaliser, l'augmenter, aussi la diminuer. On est plutôt nous champions pour la diminuer en fait que l'augmenter. Donc on a des techniques, hein, Qigong et bien d'autres qui permettent de travailler sur déjà notre énergie, celle qu'on fabrique, celle qu'on possède, et de l'augmenter ou voire de la canaliser. Donc la pleine forme, la pleine vitalité, c'est la forme, on va dire, normale de l'être humain et de tout être vivant. Et puis de là, quand il commence à perdre de l'énergie, ben, on peut avoir des maladies, des choses qui vont s'installer, ou si on ne va pas directement dans la maladie, mais des symptômes, des, des choses qui vont s'exprimer sur le corps. Et de là, on doit normalement interpréter ces symptômes. Donc il y a des règles qui vont régir aussi la vie, on l'a vu sur une précédente formation, on parlait d'homéostasie, hein, cette loi qui régit la vie. Donc c'est pareil, il y a plusieurs, il y en a beaucoup des lois, il faut les connaître si on veut conserver sa santé. En fait, ça fait partie du domaine de l'hygiénisme. Hein, on ne parle pas de l'hygiénisme des années 80 qui javelisait tout, qui avait peur du moindre virus et bactéries. On parle de l'hygiénisme de Shelton, on va dire c'est de la médecine naturiste, ce qu'on appelait à l'époque, hein, comme Paul Carton aussi, les années 30. Donc c'est une philosophie qui respecte absolument les règles de la vie. Donc à travers ça, ben, on devrait conserver une bonne santé. Voilà. Aujourd'hui, on ne respecte pas les règles de la vie, on les combat. On est complètement dans la guerre de tout, la guerre du champignon, la guerre des bactéries. On voit comment ça se passe en agriculture, l'agriculture intensive. Donc c'est un combat pour eux. Hein. Et puis dans la médecine allopathique aussi, on est dans le même état d'esprit de combat en fait et non d'apprentissage et de respect du vivant. Donc les personnes qui vont évidemment respecter ces lois du vivant ont beaucoup plus de chances d'avoir une excellente santé. Et les personnes qui vont soit les ignorer parce qu'ils ne les connaissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie de les suivre, ils ont d'autres chemins à prendre, là, ils vont s'éloigner, ces gens-là, petit à petit, de la pleine santé. Alors, donc, dans sa définition, la vitalité, ça représente l'ensemble des propriétés avec lesquelles se manifeste la vie. Donc, la vitalité, c'est ce que je vous disais, c'est au sens large du terme,
aujourd'hui, on va voir le métabolisme parce que c'est la première des choses à connaître. Donc, ça fait partie intégrante de notre constitution, hein, c'est ce que je vous disais, mais aussi cette vitalité, elle n'est pas inépuisable. On l'a vu sur une précédente formation quand on a fait le, le, le stress, où on a parlé des glandes surrénales aussi. Là, on a vu que les glandes surrénales étaient impliquées aussi dans notre forme, dans la vitalité. Donc, c'est quelque chose qu'on doit utiliser, qu'on peut utiliser, et puis qu'on va aussi recharger à la manière d'un stock. Donc, on puise dans le stock, et puis à un moment donné, il faut savoir aussi réalimenter le stock. Sinon, on va arriver à un stade où le stock, on va complètement le vider, et là, on n'arrive plus à avoir la santé. Hein. Donc, on peut. Jean-Claude, est-ce que tu partages le PDF avec... Ah, mais il faut me le dire. Ouais, parce que tu vois, on te voit, mais on voit pas le PDF. Oui. Merci. Excusez-moi, vraiment désolé. Je suis concentré sur ce que je dois vous présenter. Et c'est là. Alors. Et oui, je ne fais pas un PDF pour moi en principe tout seul. Je fais un PDF pour tout le monde. Alors, vous me dites, moi je vais couper ma caméra pour éviter que mon. Ouais, là, on voit qu'il y a un partage d'écran. Ouais. Ouais. Ouais, à partager tout l'écran. Ah, mais là, il faut choisir voilà, le document. C'est bon, là. Là, si. Là, vous l'avez. Voilà. Ouais. Donc j'ai mis les précédentes, vous les verrez, hein, je les ai commentées, même si je ne lis pas toujours la diapo, hein, je la commente, mais pas toujours la lecture du texte. Donc, voilà, donc cette énergie, donc il est bien important de comprendre que on en a, on la produit, on la stocke et aussi on la consomme. Donc, si on la produit, il y a sans doute quelque chose qui nous aide à la produire, donc sûrement un facteur externe au corps, endogène. Et puis, au niveau du stock, un stock, ça s'épuise, donc un stock, si ça s'épuise, ça se renouvelle aussi. Donc voilà, et on va voir un petit peu ce qui va permettre de conserver cette vitalité, ce qui va aussi être les maladies qui sont concernées par ce manque de vitalité. Il y en a quelques-unes, peu de gens le savent aussi. On parle, là on va parler, je vous dis d'avance, je vous enlève un peu la surprise, mais c'est beaucoup la mitochondrie, c'est un sujet aujourd'hui que personne ne connaît, hein, c'est pas très connu. Hier, je prenais en charge un médecin pour un problème de cancer. On parlait, moi je lui parlais de mitochondrie, l'effet Warburg et tout ça, elle ne connaissait pas. Donc c'est pas quelque chose qui est connu dans le milieu médical classique. Dans le milieu de la micronutrition, oui. De la médecine naturelle, naturopathie aussi, on commence à en parler beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment connu. Donc ça fait qu'on passe souvent à côté de ça. Et encore une fois, comme dans la fatigue chronique, le burn-out et pas mal d'autres choses, fibromyalgie et compagnie, on va classer ça dans des maladies un petit peu aussi psychologiques. On va envoyer les gens chez les psychologues, alors que c'est pas du tout le boulot du psychologue de retaper une mitochondrie et de la vitalité. Alors, ça peut aider, mais c'est pas franchement sa spécialité. Donc, indispensable, la vitalité va jouer un rôle de clé dans le fonctionnement aussi de notre organisme, de notre esprit aussi. Hein, tout est lié, le corps et l'esprit. Donc, cette vitalité, elle nous permet d'avoir de l'énergie, d'être en forme, d'être en phase avec nous-mêmes. Donc, c'est ce que je vous disais, d'avoir le propre de l'homme, c'est la créativité. Donc, dans une situation où il est en difficulté, ses compétences, c'est aussi de pouvoir recréer son futur et imaginer son futur et le vivre aussi. Donc, si on a de l'énergie, on peut tout à fait arriver à ces processus de changement. Si on n'a pas d'énergie du tout, on ne peut pas se sortir de certaines situations et espérer un changement. Jean-Claude, par rapport à ton PDF, est-ce que tu peux maximiser ou tu vois, agrandir l'image si possible, s'il te plaît? Ouais, je peux, mais présenter, oui. C'est comme voilà. Parce que là, on voit juste peux, un petit carré, tu vois. Ouais. Alors, je vais mettre en présentation, mais comme je ne vois plus
après ma batterie, je ne sais pas si je risque de tomber en Ouais, panne. c'est plus confortable si possible, hein. Ouais, je sais. Merci. Donc, voilà, la vitalité elle est donc primordiale, hein, déjà pour conserver un bon fonctionnement physiologique, hein, que nos organes fonctionnent de manière optimale, et puis aussi notre mental, notre esprit aussi, très important. Le corps et l'esprit sont tous les deux complètement liés, évidemment. Alors, donc pour savoir si on a une bonne vitalité, il n'y a rien de plus simple, on peut faire un petit bilan. Il y a certains signes qui ne vont pas tromper, hein. Si on est à l'écoute de soi, de son corps, de là, on peut un petit peu se diagnostiquer. Donc si on sent qu'on déborde d'énergie, qu'on a plein de projets, que tous les matins, on saute du lit avec l'envie de réaliser plein de choses dans la journée, là, on peut se dire qu'effectivement, on a une bonne vitalité. Voilà, donc si on ne manque pas de concentration, si on n'a pas de difficulté à gérer un peu sa vie de tous les jours, ses émotions aussi, si on n'est pas tout le temps malade sous le coup d'une petite infection, si aussi on a une bonne condition physique. Donc si on est bien dans sa tête, dans son corps, dans ses baskets, ça veut dire que déjà on n'a pas de problème de vitalité. Si c'est l'inverse, on manque de concentration, on a des problèmes digestifs, on a une constipation, digestion lente, on est tout le temps malade, en mauvaise condition physique, ou voire on n'a jamais fait d'activité physique, on ne fait pas de sport, on est mal dans sa peau, on n'est pas très bien, un petit peu dépressif. Là, ça peut être un signe aussi d'une mauvaise vitalité. Donc la vitalité, au niveau de l'organisme vivant, il est géré par, ce qu'on va voir tout à l'heure, cette fameuse mitochondrie. Donc voilà, comme ici c'est noté, donc c'est pas parce que on déborde de vitalité qu'on sera toute sa vie comme ça, et que on peut se permettre tous les écarts et griller la chandelle par les deux bouts. Donc ça, il faut faire très attention. C'est un petit peu le sportif qui vit comme ça, ce qui à un moment donné est en suractivité. Ça dure des années, des années, des années. Il se croit vraiment invincible, hein, indestructible, très fort. Et puis ça peut être la chute aux enfers après, très vite, parce que il va avoir utilisé toute son énergie, il n'aura jamais pensé à recharger le stock, et de là, à un moment donné, il va avoir des problèmes de santé. C'est ce que j'ai eu moi, en fait, complètement déminéralisé, ultra fatigué. Je faisais des courses à pied, championnat du monde de course à pied en montagne, les courses de moto, plus mon travail qui était très physique à l'époque, le tout dans le tout, voilà, j'ai tenu quelques années, je me pensais invincible, et je suis tombé comme une mouche. Voilà. Et ça, il faut penser que l'énergie, il faut la renouveler, il faut l'aménager. Alors ici, on va étudier, comme je vous disais, le métabolisme énergétique, parce que des métabolismes, il y en a beaucoup. Donc, et ça, c'est le métabolisme énergétique, c'est une base des processus, de tous les processus métaboliques humains. Donc, le métabolisme énergétique, en définition, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène physiologique qui permet de transformer de l'énergie apportée, là, dans notre cas, par des aliments, en énergie utilisable par notre organisme, tout simplement. Donc, c'est grâce à ce phénomène que nos cellules sont capables de produire toutes les autres biomolécules qui sont nécessaires au fonctionnement de notre organisme, de leur système, par exemple le système respiratoire, le système rénal, ainsi de suite. Donc un métabolisme qui fonctionne bien, en bonne santé, permet d'améliorer l'humeur, évidemment, parce que là, on est dans la synthèse, par exemple, de neurotransmetteurs, ocytocine, dopamine, sérotonine. Un métabolisme qui fonctionne bien, c'est aussi un métabolisme qui ne crée pas trop en excès de stress oxydatif. Donc, on a un vieillissement qui se fait normalement, donc il peut être ralenti par rapport à nous tous, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on accélère un petit peu le vieillissement, même si médicalement, on dit qu'on vieillit on meurt plus tard. Oui, mais on est médicamenté, en fait, on nous tient en vie plus tard grâce à des molécules chimiques. Mais réellement, s'il n'y avait pas de médication, je pense qu'on vivrait moins, en ce moment, aujourd'hui, on vivrait moins longtemps. Alors, donc, ce métabolisme, cette énergie dont on parle, elle est fabriquée par notre corps,
on l'a vu là tout de suite, par l'alimentation. Donc, ce métabolisme, c'est un ensemble de réactions chimiques, comme tous les métabolismes, ce sont des réactions en fait chimiques et au niveau des cellules de l'organe et qui permet la production d'énergie. Donc, dans cette production d'énergie, la mitochondrie qu'on voit ici, donc on la voit ici. Donc ça, c'est une organelle qui va se trouver dans nos cellules. Ici, on voit une cellule avec la membrane cellulaire ici. Donc cette photo, elle est magnifique, vraiment très belle. Ici, la membrane cellulaire, des protéines membranaires qu'on voit ici. Hein. Vous voyez des protéines qui sont insérées dans les membranes. Et ici, on voit cette fameuse mitochondrie. Donc il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'une dans les cellules, il y en a vraiment beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 1500 organelles par cellule. La cellule du cœur, c'est ce chiffre-là, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, c'est ces petites cellules petites organelles, qui vont produire des molécules d'énergie et qui vont être utilisées par notre cellule. Donc, si notre cellule ne fournit pas, ne fabrique pas sa propre énergie, elle va fonctionner au ralenti. C'est tout l'organisme qui va fonctionner au ralenti. Donc, ça va entraîner automatiquement aussi la partie mentale. Donc, cette énergie qui est fabriquée, on l'appelle ATP. On va retenir ce mot-là. Hein. On ne va pas aller plus loin parce que c'est compliqué. Donc, cette façon de fabriquer de l'énergie par la mitochondrie, ça s'appelle la chaîne respiratoire. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler du cycle de Krebs. Voilà, donc c'est cette fameuse chaîne respiratoire et ça se passe dans la cellule et c'est la mitochondrie qui va permettre la synthèse, la fabrication de molécules d'ATP, donc de molécules d'énergie. Alors voilà, donc c'est un système qui se passe sur les cellules, donc l'hétérotrophie, donc c'est toutes les cellules animales et végétales, non chlorophylliennes, les cellules de champignons. Donc c'est toutes ces cellules aussi qui sont composées de mitochondries et qui fonctionnent de la même façon. Donc la respiration cellulaire va se dérouler dans les mitochondries, elle permet aux cellules de produire de l'énergie indispensable à la synthèse d'autres molécules organiques. Donc, cette respiration cellulaire, elle correspond à la destruction d'autres molécules. Donc, la mitochondrie va utiliser les molécules de glucose, d'autres molécules aussi, d'acides gras et des protéines, mais là, on parle du glucose, et elle va le consommer, et de là, elle va produire de l'énergie, mais aussi, elle va produire du dioxyde de carbone et des molécules d'eau. Donc, ça va être aussi... c'est pour ça qu'on appelle la respiration cellulaire, pardon. Donc, elle va produire aussi des radicaux libres. Donc, cette fameuse mitochondrie génère aussi son stress oxydatif. Alors, donc l'énergie vitale qui est en nous représente notre force, en fait. Hein, comme je vous disais, un organisme qui fonctionne normalement, c'est quelqu'un de fort, mentalement et physiquement. Hein. Donc, la vitalité, elle est disponible et elle nous permet de nous mouvoir et de faire des activités tout au long de la journée. Donc, c'est une énergie aussi bien physique que mentale. Il faut bien comprendre que c'est les deux, c'est pas que physique ou que mental. Elle se recharge par le biais du repos. Ça, on l'a vu la dernière fois sur une autre expo, une autre conférence, le sommeil. Donc, on a vu que le sommeil, le titre, hein, c'était « Et la moitié de la santé ». Donc, ça, c'est bien réel. Donc, on a une partie de notre vie où on est éveillé, actif, et une autre partie de notre vie où on est endormi et inactif. Et ça, ce sont des lois physiologiques. Donc, ça permet, voilà, quand on parlait d'hygiénisme, ça permet de conserver une bonne santé si on respecte cette loi. La personne qui ne la respectera pas, évidemment qu'au bout d'un moment, ça va durer un certain temps, elle perdra la santé parce qu'elle ne respecte pas les lois physiologiques qui nous permettent de nous maintenir à l'équilibre. Donc, cette énergie, on la recharge par le repos, mais aussi on peut l'augmenter, la canaliser, l'augmenter un petit peu par la méditation. On peut même arriver à des taux assez importants. Après, il faut arriver à vivre avec et à canaliser. On peut aussi l'augmenter par des séances de relaxation. Voilà. Donc, on a plusieurs techniques pour déjà optimiser ce qu'on possède déjà.
Donc, on a aussi la bioénergétique, hein. C'est un terme scientifique qui est utilisé pour expliquer la complexité des processus biochimiques en cours qui permettent de maintenir l'énergie dans le corps. Donc, il y a aussi des techniques en bioénergétique pour les personnes complètement dévitalisées, pour recharger un petit peu les batteries. Donc ça, c'est des gens qui sont plus spécialisés dans ces pratiques-là. Alors désolé, parce qu'il fait très chaud, c'est très pollué, et là, au niveau de ma gorge, ça pique un peu. Alors, cette énergie vitale, elle est produite à l'intérieur de nombreuses centrales énergétiques. On a vu, hein, la centrale énergétique, c'est ce qu'on appelle les mitochondries, et qui permet de maintenir le fonctionnement de nos organes de notre corps. Celles-ci doivent convertir les macronutriments, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles vont utiliser les lipides, les protéines et les glucides extraits de notre nourriture et vont les transformer en énergie. Donc cela se fait par un processus biochimique très sophistiqué et extrêmement compliqué qu'on appelle le métabolisme énergétique. Donc la mitochondrie, je vous le répète, ce sont des organelles à l'intérieur des cellules qui produisent la majeure partie de notre énergie nécessaire au fonctionnement des cellules. Donc on voit ici l'appareil de Golgi, là, il y a le noyau, et on voit ici les petites mitochondries. Alors, ces mitochondries sont extrêmement nombreuses, hein. Chaque jour, c'est des milliards de mitochondries qui fabriquent dans nos cellules les molécules énergétiques. Donc, on a vu qu'on va simplement parler de l'ATP, l'adénosine triphosphate, il y en a d'autres, mais on va focaliser là-dessus. Tous nos organes et nos muscles se servent de cette molécule hein, comme source d'énergie. Donc, c'est absolument tous les tissus qui vont devoir vivre avec cet ATP, c'est-à-dire utiliser cet ATP pour pouvoir faire leur travail de cellules, hein, le foie, cellules du foie, cellules du rein, donc des cellules spécifiques. Donc, on va aussi, les adeptes, par exemple, de la bioénergétique vont parler, quand on parle de l'ATP, de cette énergie vitale. On parle de ki aussi. Beaucoup de gens ont entendu parler de ça, ceux qui pratiquent tous ces arts chinois, asiatiques, voilà, qui optimisent ou qui boostent déjà notre énergie existante, donc ce qu'on a déjà, notre capital. Donc, voilà, on peut traduire ce terme, l'ATP ou le ki, hein, comme une énergie universelle qui va servir à l'entièreté de notre organisme. Donc voilà les techniques. Le Qigong, il y en a d'autres. Hein. Moi, personnellement, je pratique la Falun Gong. J'aime plus cet esprit de paix, de lenteur, enfin, plutôt que le Qigong où c'était plutôt un art martial, un truc de combat. Entre c'est personnel. Donc voilà, il y a plusieurs manières de travailler, d'accroître, d'optimiser son niveau d'énergie aussi. Donc là, c'est plutôt, on va canaliser son énergie et l'accroître aussi. C'est un peu plus difficile, mais c'est plutôt canalisé. Donc chaque jour, une personne, elle va fabriquer entre 60 et 70 kilos en moyenne d'ATP. Donc c'est énorme, hein, vous voyez que c'est pas l'énergie qu'on fabrique, c'est vraiment énorme. On est des vraies centrales énergétiques. Chaque humain dégage. Alors si vous voulez savoir au niveau des watts ce qu'on dégage, on dégage à peu près 100 watts par personne. Donc il faudrait 10 personnes pour avoir 1000 watts dans une pièce et ça vous fait un chauffage d'hiver. Donc ça fait beaucoup. Mais voilà, chaque personne dégage à peu près 100 watts. Donc on a des pointes aussi d'ATP. Donc cette consommation énergétique s'élève au nombre gigantesque de 10 millions de molécules d'ATP par seconde des cellules. Donc c'est énorme, vraiment, cette petite usine-là, c'est extraordinaire. Donc pour comprendre vraiment cette production d'ATP, il faudrait des connaissances qui vont au-delà de la culture générale. Donc il faut faire de la biochimie, de la biologie, de la physiologie. Donc ici, on va se concentrer sur la mitochondrie, la production d'ATP, et ça sera déjà beaucoup de connaître ça parce que déjà dans le milieu médical, dans le milieu de la santé naturelle, c'est pas forcément qu'on connaît quelque chose qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien. Et c'est intéressant de le connaître parce que on va voir que dans beaucoup de maladies, de pathologies, ben, la mitochondrie est altérée, le travail de la mitochondrie est largement altéré. Et des fois, ben, avant de
de partir dans certains protocoles déjà à restaurer la fonction mitochondriale. Ça va être une des fonctions premières, donc, ou alors s'intéresser déjà à cette mitochondrie et voir comment elle fonctionne. Donc, je pense par exemple comme dans la maladie de Lyme, dans la maladie aussi je ne me rappelle plus, la fibromyalgie. Voilà, il y a plusieurs pathologies qui sont directement concernées par cette mitochondrie. Donc, beaucoup de gens traitent ces pathologies aujourd'hui qui commencent à être bien connues, mais on n'a toujours pas un regard sur cette fameuse mitochondrie. Donc, la mitochondrie, on l'a vu, elle produit de l'énergie à partir des lipides, des glucides, des protéines. Donc, elle les consomme. Cette consommation produit aussi du gaz carbonique. C'est pour ça qu'on l'appelle respiration cellulaire. Et cette mitochondrie qui consomme nos lipides, nos glucides et nos protéines va aussi créer des radicaux libres, donc des agents qui vont agresser la mitochondrie elle-même et nos cellules. Donc, notre corps, on l'a vu dans une précédente formation, est équipé pour répondre à ça. Hein, il a des antioxydants, on l'a vu, des vitamines, des minéraux qui vont nous protéger du stress oxydatif. Mais si cette mitochondrie, pour X raison, dysfonctionne, elle va générer encore plus de stress oxydatif et de là, il va devenir stressant. Cette oxydation va devenir stressante et là, on peut l'appeler vraiment stress oxydatif. Donc, cette mitochondrie, elle a d'autres rôles que la fonction qu'on a vue. Elle permet aussi la thermogénèse. Donc, ça, c'est l'énergie libérée sous forme de chaleur. Donc, une personne qui est tout le temps frigorifiée, qui a tout le temps très froid, peut se poser des questions sur le fonctionnement mitochondrial, surtout si elle compile plusieurs choses qu'on va voir ce soir. Donc, ça concerne la thermogénèse, donc la chaleur du corps, mais ça concerne aussi la synthèse d'hormones, testostérone, oestrogène, DHEA, cortisol. Donc là aussi, pareil, s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça contrôle l'apoptose. Donc là, ça parle aussi, s'il n'y a pas d'apoptose, on peut penser au cancer. Donc le cancer aussi, on a un problème mitochondrial. Donc la mitochondrie ne fonctionne plus et de là, on n'a plus d'apoptose. Donc là, on voit que cette mitochondrie, elle a plusieurs autres fonctions que simplement jouer le rôle de fabrication d'énergie, de chaudière, de brûler des éléments pour fabriquer de l'énergie. Donc, cette mitochondrie, on l'a vu, elle concerne toutes les cellules du corps, à l'exception des globules rouges. Donc, plus un organe va consommer d'énergie, plus un organe ou un tissu, plus son métabolisme est rapide et plus ces cellules renferment de mitochondries, entre 500 et 2000. Donc, vous voyez qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y a des personnes, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y a des personnes qui vont avoir un métabolisme, un stock de mitochondries qui est moindre, et de là, peut-être qu'elles ont une vitalité ou une énergie un peu moins débordante. Par exemple, moi, je fais partie des gens qui peuvent manger n'importe quoi. Je serai toujours mince. Bon, ça, je peux être mince avec un diabète, hein, c'est pas un problème. Mais donc, ça ne veut pas dire que je suis à l'abri des maladies en restant mince. Mais ça veut dire que mon corps ne stocke pas et qu'il y a beaucoup de mitochondries et qu'elles font bien leur travail et que de là, elles brûlent tout. Elles brûlent tout, elles font du stock d'énergie et pas du stock de gras. Donc, les cellules mitochondriales vont être très nombreuses, surtout dans les cellules musculaires, on pense au cœur aussi, les cellules nerveuses, les cellules sensorielles. Les mitochondries, elles se reproduisent par croissance et division tous les 5 à 10 jours. Alors ici, on voit comment ça se passe. On voit une mitochondrie, avec une double membrane. On voit le glucose, hein, pour faire simple, le glucose qui se transforme en pyruvate, en acétyl-CoA. Cet acétyl est consommé par le cycle de Krebs, va produire par phosphorylisation de l'ATP. Et ici, pareil, on va avoir un autre processus de fourniture d'énergie, d'ATP. Alors, voilà, on revient sur les fonctions principales de cette fameuse mitochondrie. Donc, homéostasie du calcium,
Donc, très important, les personnes qui ne fixent pas le calcium, on peut aussi se poser, se poser des questions sur la fonction mitochondriale. Et de là, si on compile toute une série sur un questionnaire de choses qui va confirmer aussi cette faible activité mitochondriale et quand la personne ne fixe pas le calcium, on peut directement travailler dessus. Ça va concerner aussi l'homéostasie du fer. On l'a vu, la thermogénèse, la synthèse des stéroïdes, on a vu tout à l'heure. Ça gère aussi le phénomène d'apoptose, c'est-à-dire le suicide de la cellule, son autodestruction dès qu'elle est malade ou fatiguée ou trop vieille, pour éviter qu'elle se reproduise avec des mauvais gènes, en fait. Elle produit ses propres radicales de l'oxygène, donc des molécules qui vont agresser nos cellules et qui vont agresser aussi la mitochondrie. Mais elle produit en contrepartie de l'énergie. Donc, c'est un peu le prix à payer, c'est-à-dire que cette mitochondrie, d'un côté, elle nous donne des molécules d'énergie, elle nous permet d'avoir de la vitalité, de l'énergie, et d'un autre côté, elle produit aussi des molécules qui sont agressives pour nous et qu'on va devoir éliminer et neutraliser. Et elle permet aussi l'homéostasie des glucides et des lipides. Donc, évidemment que si la mitochondrie ne consomme pas les lipides, les glucides, ils vont être stockés. Donc là, ça va jouer sur l'homéostasie de ces éléments-là. Donc ici, je vous ai mis un petit schéma parce que c'est bon à savoir quand même pour les personnes qui auraient un cancer. Là, ça touche directement la mitochondrie. On voit sur ce schéma ici, par exemple, on voit ici le glucose qui rentre dans la cellule grâce à des transporteurs. Il est ensuite transformé en pyruvate. De là, par une suite de réactions enzymatiques, le pyruvate va entrer dans la mitochondrie et va être transformé en acétyl-CoA qui va le dégrader dans le cycle de Krebs. Donc, ici, le cycle de Krebs est ici. Donc, cette fonction ne se fait pas dans le cas d'une cellule cancéreuse. Là, il y a oui. L'état, pas de dégradation, mais de la façade du truc. Alors, j'entends quelqu'un qui parle dans le micro. Maintenant. Alors, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, en fait. C'est-à-dire que le sucre n'est pas consommé, le glucose n'est pas consommé dans le cycle de Krebs. Il va être consommé dans le milieu extracellulaire, ici, et il va générer de l'acide lactique. En fait, la cellule cancéreuse, on le voit ici, elle a une mitochondrie qui est déficiente. Ici, on voit une cellule saine, donc le glucose, le schéma est plus simple. Le glucose arrive, transformé en pyruvate, il est utilisé par la mitochondrie. Cette mitochondrie, on voit les petits soleils, les petites boules là, argentées, ce sont les molécules d'ATP, donc l'énergie produite par cette fameuse mitochondrie. Dans une cellule cancéreuse, vous allez avoir le glucose qui va passer dans la membrane, qui va être transformé en pyruvate aussi, mais qui ne va pas être pris en charge par la mitochondrie, qui va fermenter dans la cytolyse, dans la cellule, qui va générer de l'acide lactique qui va être rejeté dans le milieu extracellulaire. Et cet acide lactique va acidifier tout l'environnement de la cellule cancéreuse pour que ces tissus soient consommés, soient digérables par la cellule cancéreuse et qu'elle puisse s'en nourrir. Donc, c'est un processus qui est connu aujourd'hui, c'est l'effet Warburg. Et moi, dans ma pratique, quand je prends en charge des gens qui ont des cancers, on travaille beaucoup sur la restauration de la fonction mitochondriale pour éviter justement la synthèse d'acide lactique. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse sur le cancer parce qu'il faut quand même en parler. Le cancer, c'est une maladie qui touche la mitochondrie. Donc, si on n'est pas au courant de tout ça, c'est un peu dommage qu'on prend en charge des gens qui ont des cancers et qu'on n'est pas au courant. Voilà. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'effet Warburg. C'est connu, c'est un chercheur qui a fait cette découverte. Ça a été repris par d'autres, notamment Laurent Schwartz, un oncologue assez connu à Paris, qui a écrit des bouquins sur le cancer, pas mal. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui connu par les spécialistes, encore inconnu dans le milieu classique médical. Alors, on va voir les causes qui vont amener à une dysfonction de cette fameuse mitochondrie. Donc,
il y a l'hypoxie, l'ischémie, manque d'oxygène dans le sang, le métabolisme des graisses qui diminue, on digère mal les acides gras, donc ça peut être un problème au niveau du pancréas, des enzymes digestives, pardon. Les gens en hypothyroïdie, donc ça se comprend, hein, faible métabolisme, donc tout est ralenti. Le manque de cortisol, ça on a vu aussi par le stress, hein, sur la formation sur le stress, hein, qui concerne directement la synthèse de cortisol. Les hypométhylations, donc ça, ce sont des processus métaboliques, puisqu'on est dedans, et ça va concerner la vitamine B12, la B9. Donc une personne qui manque de B12 peut avoir des hypométhylations. Donc ça veut dire qu'elle va avoir des métabolismes qui ne se font pas, des transformations qui ne se font pas, et de là, ça va avoir un impact sur la mitochondrie. La résistance à l'insuline, évidemment, parce que la cellule ne reçoit plus le message de l'insuline, donc le glucose ne pénètre plus dans la cellule, et de là, la mitochondrie n'est pas alimentée par le glucose. Donc directement, on pense diabète de type 2, on pense diabète type 1, et puis on pense aussi aux gens qui ne sont pas diagnostiqués au niveau du diabète de type 2, qui sont déjà dans la résistance à l'insuline. Donc les gens qui ont un petit peu des problèmes de poids et une glycémie assez haute. Alors les régimes yo-yo aussi, parce que on perd de la masse grasse, mais dites-vous que quand vous perdez de la masse grasse, vous perdez automatiquement de la masse sèche. Donc si on perd de la masse sèche, beaucoup de masse sèche, de muscles, automatiquement on va perdre aussi beaucoup de mitochondries. Donc plus on en perd, moins bien c'est, et plus elle dysfonctionne, moins bien c'est aussi. Donc on a deux phénomènes au niveau on va dire, des problèmes mitochondriales, c'est soit la perte au niveau du nombre, soit l'activité de la mitochondrie elle-même qui est réduite pour X raisons. Donc on les voit là, ces raisons, hein. Donc les régimes yo-yo, le stress aussi beaucoup, donc les facteurs externes, environnementaux, la pollution de l'air, les métaux lourds, les pesticides, les fongicides. On va voir un pesticide qui est particulièrement dangereux par rapport à nos mitochondries, les animaux, les plantes et tous les êtres vivants qui ont ce système-là énergétique. Donc c'est danger, et on n'interdit pas ce pesticide alors que on nous fait marcher avec des masques et on nous oblige à nous vacciner pour un vaccin. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc les pesticides, fongicides dans nos aliments, les produits de traitement pour les animaux aussi qu'on va retrouver dans nos aliments, antibiotiques, hormones, les OGM, beaucoup. Voilà, donc les gens qui consomment des produits animaux consomment automatiquement des OGM. Donc la pollution électromagnétique, les radiations aussi. Voilà, donc de nos jours, on estime que de 50 à 30% de la population âgée de plus de 35 ans aurait des déficits sur cette activité mitochondriale. Alors, le ralentissement des métabolismes et la baisse de rendement énergétique en cas de déficit énergétique par l'altération des mécanismes de cette mitochondrie vont faire augmenter l'incidence de stress oxydatif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si la mitochondrie ne fonctionne pas à son meilleur régime, elle va générer beaucoup plus de stress oxydatif qu'à la normale. Elle va aussi on va avoir aussi des phénomènes de l'inflammation qui vont augmenter. Et puis aussi l'indice et le risque de pathologie, de maladie qui va augmenter. Donc on a aussi déjà dans la baisse de la fonction mitochondriale des syndromes de fatigue. On est déjà très fatigué, épuisé. Donc ça, quand une personne, elle va vous voir pour un problème de fatigue, on va traiter peut-être directement, comme on a vu sur les autres formations, au niveau des glandes surrénales avec les plantes adaptogènes, du magnésium, vitamine C, et de là voir ce que ça donne. Si on voit que la personne, elle revient pas à un bon état de forme satisfaisant, qu'elle s'exprime toujours beaucoup de fatigue, de là, c'est pas les glandes surrénales, c'est la mitochondrie. Et si on analyse un petit peu, moi j'ai eu le cas avec une personne, c'était une personne qui avait perdu beaucoup de masse sèche, des opérations, enfin beaucoup de choses qui faisaient que, en fait, là, c'était plus au niveau surrénalien que ça se passait, mais au niveau de la mitochondrie. Donc la fibromyalgie aussi,
sarcopénie, les maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer, c'est carrément une maladie mitochondriale, les cancers aussi, là, les maladies cardiovasculaires aussi. Donc, le dysfonctionnement de cette mitochondrie, c'est le principal activateur aussi des inflammasomes, la NLR3, on l'a vu, hein, donc, oh là, j'ai perdu mon casque. À l'origine des applications délétères des processus inflammatoires, à l'origine du cercle vicieux d'aggravation de l'état du patient. C'est ce qu'on a vu dans la précédente formation. Si vous vous rappelez les mécanismes de l'inflammation, on avait vu les MAP kinases et puis le mécanisme de l'inflammasome, NLRP3. Donc voilà, donc un dysfonctionnement mitochondrial, ça va activer le mécanisme des inflammasomes. Donc, ça va majorer les problèmes inflammatoires. Donc, le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie appartiennent à la famille des maladies mitochondriales. Donc, c'est pour ça qu'il faut, en même temps, sur le protocole, traiter autrement, mais il faut venir voir et puis, des fois, traiter cette fameuse mitochondrie. Alors, donc, le dysfonctionnement de la mitochondrie, donc ça amène directement, on le voit ici, on commence par la droite, un ralentissement du métabolisme. Le métabolisme, c'est tout. C'est l'assimilation, c'est le transit intestinal, c'est la cogitation, c'est les systèmes circadiens, le système sommeil, veille, repos, c'est toutes ces choses-là, c'est tout ce qui est le métabolisme, ça concerne tout en fait, et le mental aussi. Donc on est en baisse de rendement énergétique. De ce ralentissement du métabolisme, on a une augmentation, comme je vous disais, de stress oxydatif. On en parle souvent avec moi du stress oxydatif parce que, encore une fois, c'est pas trop traité, on fait pas trop attention à ça, à la synthèse excessive de ce stress oxydant et qui va engendrer automatiquement une baisse de notre protection et de l'activité antioxydante. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Donc, cette mitochondrie, par le ralentissement du métabolisme, elle va amener à des syndromes de fatigue chronique. Donc, ça, c'est classique. La personne qui n'a pas de vitalité et qui prend comme je vous dis, des plantes adaptogènes, de la vitamine C, du magnésium, et qu'on ne ressort pas de la fatigue. Donc, là, c'est plus profond. Donc, là, on pourrait aller voir au niveau de la mitochondrie. La fibromyalgie, c'est une maladie qui concerne directement aussi les dysfonctions mitochondriales, la prise de poids, l'obésité, diabète de type 2, hypertension, maladies neurodégénératives, les cancers. Donc, c'est intéressant parce que le syndrome de fatigue chronique, chez nous aujourd'hui, c'est beaucoup de gens. Fibromyalgie, on en voit de plus en plus. Prise de poids, c'est beaucoup aussi. L'obésité, chez nous, c'est aussi très fréquent. Diabète de type 2, c'est extrêmement fréquent et on va avoir beaucoup plus de gens touchés futurement. Les maladies neurodégénératives aussi, on va avoir une augmentation et on a déjà une grosse augmentation des maladies neurodégénératives et des cancers aussi. On est déjà à plus 300% aujourd'hui de cancer. On attend, d'ici 5 ans, on s'attend à plus 800% de cancer en plus. Donc voilà, ce sont tous des choses, des maladies qui concernent cette fameuse mitochondrie. Donc l'énergie, le ki et tout ça, c'est très bien. C'est pour ça que je discutais avec une personne la dernière fois qui est très fort en énergétique, en biodynamique, en plein de choses. Il est très calé et il me dit, j'arrive pas à me sortir de ma fibromyalgie. Il a un problème de poids et en fait, il n'a pas étudié d'autres pistes que l'énergétique. Donc l'énergétique, oui, évidemment, ça va vachement aider. C'est une aide, mais si on ne décoince pas des mécanismes métaboliques, ça ne marchera pas plus que ça. Donc, encore une fois, les principales causes de la dysfonction mitochondriale, c'est notre environnement et la chimie aussi. Donc, de là, on a une famille de fongicides qui s'appelle les SDHI. En ce moment, on a un député, là, Rivasi, qui s'acharne dessus. Donc, elle a bien raison, parce que c'est un pesticide qui va inhiber la fonction mitochondriale, la respiration cellulaire chez tous les êtres vivants qui vont consommer cette molécule-là. Donc, ce qui est ici en rouge, donc les SDHI visent à bloquer une étape clé de la respiration des champignons. Celle-ci est assurée par le succinate déshydrogenase.
Or, les cellules de tous les êtres vivants respirent tous, depuis les micro-organismes, les champignons, les plantes, les animaux, jusqu'aux hommes. Donc cette molécule, la SDHI, elle va nous empoisonner. Donc elle va, nous aussi, on a des problèmes en la consommant, donc au niveau de la fonction mitochondriale. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a des produits qui sont extrêmement toxiques encore sur le marché et que tous les jours on consomme dans nos assiettes ces produits-là. Alors au niveau de la chimie, encore une fois, on a les médicaments, certaines molécules, le paracétamol, propofol, les barbituriques, les benzodiazépines, toutes ces molécules-là aussi sont problématiques pour la fonction mitochondriale. On a l'alcool aussi, hein, la metformine aussi, qui sont un médicament pour le diabète. Donc c'est des choses qui sont problématiques. On a les métaux lourds après. Donc on a pas mal de choses qui vont aujourd'hui attaquer cette fameuse mitochondrie. Je vous ai mis un tableau ici, je ne vais pas vous le détailler, mais vous voyez les médicaments dont les effets provoquent des dommages mitochondriaux. Donc il y en a beaucoup. Ça concerne les médicaments pour traiter le cancer, ça concerne les antidépresseurs, les antibiotiques, les antiarythmiques, les anxiolytiques, les anesthésiants, les analgésiques, anti-inflammatoires et les médicaments contre l'alcoolisme. Donc il y a beaucoup de médicaments qui vont avoir un impact négatif sur cette fameuse mitochondrie. Alors, donc le mode de vie, l'alimentation et la dysfonction mitochondriale aussi, ça se tient, c'est-à-dire que selon comment on va s'alimenter, selon la vie qu'on va avoir, là vous avez vu tout à l'heure que l'énergie, la vitalité, elle se refait par le sommeil aussi, donc c'est le mode de vie un petit peu qui est concerné là. Donc c'est très important d'analyser un petit peu son hygiène de vie pour faire le point et savoir si on aurait plutôt tendance à abîmer cette fameuse fonction mitochondriale ou plutôt la régénérer, la favoriser. Donc, cette fameuse mitochondrie, elle peut être aussi altérée par un manque d'oxygène, ça, on a vu, l'ischémie, donc les anémies aussi, une anémie ferrique, on va avoir une mitochondrie qui va fonctionner au ralenti. Donc ça, c'est la dernière fois, j'ai une personne qui me posait une question et qui me dit, Jean-Claude, j'ai fait une prise de sang et un taux de fer bas, donc j'ai une anémie ferrique et j'ai un taux de TSH qui est très bas, je serai en hyperthyroïdie. Donc c'est explicable dans le sens où le métabolisme est tombé, c'est-à-dire que le métabolisme est vachement ralenti par manque de fer. Donc là, ça va concerner la mitochondrie. Il va y avoir un dysfonctionnement au niveau de la mitochondrie, elle ne va pas pouvoir fabriquer de l'ATP, donc une chute du métabolisme, et la thyroïde, elle va essayer de compenser ce manque de dynamisme, en fait, ce manque d'énergie d'ATP en accélérant son rythme. Donc de là, elle passe en hyperthyroïdie. Donc on a vu les personnes aussi qui ne respirent pas suffisamment, ben de là, les gros sédentaires, comme on dit aujourd'hui, les geeks, les gens qui passent leur journée devant les écrans et qui ont aucune activité physique, les gens qui ont des problèmes respiratoires aussi, hein, on pense aux asthmatiques, voilà, donc toutes ces personnes-là, elles peuvent avoir une mitochondrie, une fonction mitochondriale extrêmement perturbée. On l'a vu, l'anémie donc avec le fer, donc voilà, la sédentarité, le stress aussi, qui est responsable d'une surconsommation, on a vu, de minéraux, hein, donc elle les consomme, elle les élimine aussi dans les urines, donc ça va perturber la mitochondrie parce que toutes les réactions énergétiques de l'organisme, le magnésium est fortement impliqué dedans. Donc une personne qui va beaucoup stresser, qui va éliminer tout son magnésium, la mitochondrie, elle peut justement avoir un ralentissement de son activité par manque de magnésium, simplement. Donc, alors, par ailleurs, le rôle des mitochondries dans le métabolisme énergétique glucidique et lipidique peut être largement dégradé en cas d'alimentation insuffisante ou excessive en substrat énergétique. Donc, par manque de cofacteurs aussi, hein, donc on l'a vu, magnésium et d'autres, ou de coenzymes, comme aussi des perturbateurs comme les AGE, des agents de glyquée, donc des molécules qui sont on va dire, cancérigènes aussi. Donc,
c'est des molécules qu'aujourd'hui, il faudrait éviter de manger des choses extrêmement brûlées, carbonisées, colorées par la cuisson. Donc, on revient sur cette fameuse mitochondrie. Donc, vous voyez comment ça se passe. C'est une petite organelle. Donc là, c'est la mitochondrie. Ici, on le voit plus précisément dans une cellule. Hein. Donc, elle se trouve ici, les mitochondries. Donc voilà, ça fait partie de la cellule. C'est une organelle qui va nous amener de l'énergie. Donc, on le voit. Donc, c'est tout petit. Une mitochondrie, c'est entre 1 à 2, voire 10 microns de long, de 0,5 à 1 micron de diamètre. Donc, c'est impossible de les voir à l'œil nu, évidemment. Donc, on ne voit déjà pas la cellule, on ne verra pas la mitochondrie non plus. Donc, la mitochondrie, pour fonctionner, elle fonctionne avec de l'oxygène. C'est pour ça qu'on l'appelle respiration cellulaire. Donc, quand vous entendrez cycle de Krebs ou respiration cellulaire, ça concernera directement la fameuse mitochondrie. Et cette fameuse mitochondrie, c'est elle qui consomme 98% de l'oxygène que nous respirons. Donc, s'il n'y avait pas cette fameuse mitochondrie, en fait, on n'aurait peut-être pas l'utilité d'avoir des poumons aussi importants. Alors, donc, l'utilisation de l'oxygène pour métaboliser, c'est-à-dire fabriquer, donc notre mitochondrie, vous l'avez bien compris, elle fonctionne avec de l'oxygène, donc elle utilise 98% de notre oxygène. Donc, le métabolisme est actionné par cette consommation d'oxygène. Donc, c'est une combinaison de nutriments qui sont transformés déjà avec de l'oxygène, ce processus qui va fabriquer de l'énergie. Donc, on va appeler ATP, NADH et FADH. Donc, ce sont des substances l'ATP, la NADH, la FADH, sont des substances d'emmagasinage qui permettent ensuite à l'énergie soit d'être transférée dans d'autres tissus pour des activités de maintien de la vie, dont la contraction musculaire, le transport d'hormones et de médiateurs aussi, sérotonine, dopamine, le fonctionnement du cerveau, la réparation des tissus. Donc, l'utilisation de l'oxygène pour métaboliser les aliments est toutefois, comme je vous le disais, un couteau à double tranchant. D'un côté, ça nous apporte un avantage énergétique, donc ça nous apporte des molécules d'ATP, et d'un autre côté, ça génère un processus qui est corrosif. Donc, l'oxygène, en fait, qui est utilisé comme pour le faire, ça le fait rouiller, ben, notre corps aussi s'oxyde, donc rouille, et ce phénomène-là, on l'a déjà vu sur la précédente formation, donc c'est la synthèse de ces fameux radicaux libres, donc la synthèse de stress oxydatif. Donc notre corps génère ses propres radicaux libres, et la gestion de ces radicaux libres, la synthèse de ces radicaux libres, elle est principalement due à la respiration cellulaire, au travail de la mitochondrie. Donc après, on a d'autres façons d'apporter du stress oxydatif, on l'a vu, d'en générer plus, on l'a vu, mais déjà, dans le fonctionnement du corps, dans son fonctionnement normal, lui-même génère de l'oxydation. Donc, c'est ces fameux radicaux libres, donc cette oxydation, qui va apporter, qui va faire vieillir nos cellules, et c'est à un moment donné, dans le vieillissement, ces radicaux libres ne sont plus gérés. Bon, il y a d'autres phénomènes avec les télomères, mais c'est aussi le fait que le corps ne puisse plus éliminer correctement le stress oxydatif. Il est généré aussi, il est synthétisé de façon majorée, donc le corps est un petit peu dépassé. Et de là, on a une accélération du vieillissement des tissus parce que c'est le stress oxydatif, c'est les radicaux libres qui ne sont plus pris en charge comme pendant notre jeune temps. Et de là, c'est la fin de la vie, on arrive jusqu'à la mort. Voilà. Donc, les dommages accélèrent le vieillissement biologique, mais avant le vieillissement naturel de l'organisme, du corps, ça peut générer des maladies, parce que si la personne a un corps qui est vieilli à 40 ans, de là, elle va aussi avoir son lot de maladies qui va peut-être l'amener sous terre. Donc une mauvaise activité mitochondriale va générer
automatiquement plus de stress oxydatif et de là va générer des maladies comme maladie du cœur, le diabète, maladie rénale, on l'a vu, l'arthrite, démence, toutes les maladies neurologiques, voilà, et ainsi que la fonte, la perte musculaire. Alors ici, on voit par exemple une cellule en forme, hein, une jeune cellule, une mitochondrie intacte qui fonctionne à merveille, donc grosse production d'ATP, quelques radicaux libres, hein, petite synthèse de radicaux libres, c'est normal, c'est ce que je vous disais, la respiration cellulaire. Et puis ici, on voit une cellule âgée, une mitochondrie affectée aussi par le vieillissement. Alors, oh mon minou. Alors j'ai mon minou qui s'étouffe. Alors, donc ici, on voit qu'une cellule âgée, on voit que la synthèse d'ATP est vraiment réduite. Par contre, celle de radicaux libres, elle est vraiment majorée. Donc une cellule âgée ou une cellule infectée, affectée par une maladie, par pas mal de choses, par de manque de nutriments, de cofacteurs, on l'a vu, eh ben, elle va générer moins d'ATP, mais générer beaucoup plus de stress oxydatif. Donc ça, c'est à savoir aussi parce que s'il y a un ralentissement mitochondrial, il va y avoir une synthèse de stress oxydatif qui sera aussi plus importante. Donc on a aujourd'hui trouvé des solutions, on connaît ce problème de la mitochondrie. Donc dès qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, on peut associer à l'alimentation des phytonutriments, des compléments alimentaires, des éléments qui seront revitalisants pour cette fameuse mitochondrie. Donc, on a fait des études là-dessus en donnant une supplémentation avec 30 personnes qui souffraient de fatigue chronique. Donc, on leur a donné une supplémentation en zinc, en Q10, en acide alpha-lipoïque, en vitamine E, et on a constaté que après 12 semaines, les biomarqueurs de la dysfonction mitochondriale avaient diminué de façon notoire, ainsi que les symptômes des patients. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, en étudiant des fonctions comme ça, avec la biochimie nutritionnelle, ou je ne me rappelle plus le terme, mais je vous dirais, c'est pas la biochimie, c'est... Bon, bref. Ça me reviendra, je vous dirai. Donc, heureusement qu'on a justement des protections endogènes, internes. Donc, ça, c'est l'apport par la nutrition, les vitamines, les minéraux qui vont permettre de nous protéger de cette oxydation. Donc, on a la vitamine C, la vitamine E, la vitamine C et la vitamine E, on en parle à chaque fois, hein, ce sont des vitamines antioxydantes, donc elles reviennent. Et on a toujours le complexe de vitamine B, le sélénium et le magnésium. Donc, d'autres nous proviennent des enzymes produites par l'intérieur des mitochondries. Donc, il y a d'autres protections antioxydantes. On les connaît aussi, on en parlait souvent, de ce fameux glutathion peroxydase, la SOD aussi, la superoxydase mutase. Donc, ça, on les connaît. On a vu que on pouvait en trouver un petit peu dans l'alimentation, du glutathion, la SOD, et que c'était plus intéressant d'avoir des supplémentations parce qu'on a une concentration de la molécule du principe actif qui était beaucoup plus importante par rapport à l'apport alimentaire. Donc, on a vu que sur les précédentes formations, ce glutathion, le GPX, il joue un rôle extrêmement important dans les processus de protection, de détoxication interne. Il protège les dommages de la mitochondrie par l'oxygène, on a vu le cycle de Krebs. Donc, extrêmement important d'avoir aussi une bonne hygiène alimentaire, d'apporter ces fameuses vitamines, groupe B, sélénium, magnésium, en quantité suffisante, et aussi d'avoir une synthèse de glutathion suffisante pour permettre justement une protection antioxydante. Donc, on peut, par l'alimentation, on a vu sur des autres formations des listes d'aliments qui contiennent soit la quercétine, des antioxydants, vitamine E, vitamine C. On a aussi des aliments qui sont assez protecteurs, les aliments qui contiennent du soufre, comme l'ail, l'oignon, les choux en général, fruits de mer, poissons, levure de bière. Tous ces aliments-là vont apporter des éléments importants comme la cystéine pour
recharger les réserves et réactiver le glutathion. Donc c'est très important voilà, d'avoir dans son esprit que cette protection, elle est déjà assurée par notre alimentation et aussi par les processus internes du corps qu'on a vu par les enzymes comme le glutathion, la SOD. Donc, par la nutrition, on a vu qu'il y avait des phytonutriments qui étaient très protecteurs. Donc, on a cité pas mal de choses déjà dans la précédente formation. Là, on revient dessus un petit peu, le resveratrol, qu'on retrouve assez souvent, les catéchines du thé vert aussi. Donc, dans le thé, on a pas mal d'antioxydants aussi. Attention, parce qu'on retrouve la caféine. Les personnes qui sont sensibles à la caféine, le thé vert, c'est pas forcément la meilleure des choses. On a la quercétine qu'on a vu aussi dans la précédente formation, qui est un excellent antioxydant. C'est un petit peu un couteau suisse, hein, la quercétine. On peut l'utiliser comme antibactérien, antiviral. Elle a une bonne action là-dessus, mais elle est aussi très intéressante pour son action antioxydant. On a le romarin, le thym, le basilic, curcuma, les curcuminoïdes, évidemment. Donc, tous sont efficaces simplement parce que ces micronutriments vont parler directement aux gènes et permettre une modulation de ces gènes et de contrôler le stress oxydatif. Donc, on a des éléments extrêmement importants aussi pour cette fameuse mitochondrie, donc les activateurs de la production d'énergie. Ça, on le retrouve assez souvent. Le magnésium, il est impliqué quasiment partout dans les fonctions métaboliques de l'organisme. Donc, c'est un cofacteur de toutes les réactions auxquelles l'ATP est impliqué. Donc, sans magnésium, on n'a pas de synthèse d'ATP ou on n'a pas une utilisation de cet ATP, ça dépend des cas. Les vitamines D sont aussi des cofacteurs à ces réactions métaboliques, donc au niveau de la mitochondrie, donc très important. Alors, on voit ici toutes ces vitamines cofacteurs, lesquelles sont impliquées, les 8 vitamines qu'on retrouve souvent, c'est la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Donc, ce sont toutes des vitamines qui sont impliquées dans les réactions chimiques de ce fameux métabolisme du cycle de Krebs, donc la synthèse de molécules d'énergie. Donc, très important, on voit ici sur le schéma, elles sont, voilà, donc pour favoriser certaines transformations métaboliques, ces vitamines sont absolument nécessaires. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que dans le 3/4 des pathologies, des maladies, on devrait déjà regarder au niveau de la nutrition ce qui se passe, des carences par rapport à tous les déséquilibres, parce qu'on a adopté une alimentation qui n'est pas physiologique. Donc, le premier perturbateur qu'on va rencontrer aujourd'hui qui pourrait altérer notre santé, c'est notre environnement et notre alimentation. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles on devrait déjà se focaliser avant de se voir perdu et utiliser des choses, des ablations ou des médications à vie. Donc, comme je vous le disais, le magnésium, c'est un cofacteur de toutes les réactions auxquelles l'ATP participe. Les apports moyens chez les Français, ils sont tous en déficit. Beaucoup de gens sont en déficit. Plus de 70%, 75% des femmes manqueraient de magnésium. Donc, il y a des effets biologiques et énergétiques aussi, une baisse de production de l'ATP. Les effets biologiques, c'est l'augmentation du stress oxydatif, l'augmentation des processus inflammatoires. Voilà, donc ces déficits en magnésium vont être aggravés, les pathologies vont être aggravées par le surpoids et le ralentissement de la mitochondrie aussi, donc qui va générer encore plus de stress oxydatif et de stockage aussi dans les tissus, donc plus d'inflammation. Donc on voit ici le magnésium, je vous laisserai regarder quand vous aurez le PDF, vous verrez que c'est un élément qui est absolument nécessaire dans beaucoup de processus métaboliques. Donc ici, on voit au niveau de certains phytonutriments, la protection que ça peut apporter sur nos fameuses mitochondries. On regarde un petit peu au niveau des études scientifiques, on voit resveratrol, c'est très intéressant, glutathion, la quercétine, ginkgo biloba aussi. Donc le resveratrol, il atténue les altérations mitochondriales induites par certains facteurs de stress.
Donc le resveratrol va réguler à la hausse les enzymes antioxydantes situées dans la mitochondrie, on les a vus, la SOD, et puis le glutathion peroxydase, qui va diminuer évidemment la production d'espèces réactives de l'oxygène, donc du stress oxydatif. Hein. Et le resveratrol, il déclenche aussi la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire qu'il favorise la multiplication de ces fameuses organelles, les mitochondries. Donc, très intéressant, le resveratrol. On a le glutathion aussi, qui est un antioxydant et qui va être présent dans la mitochondrie pour assurer sa protection au niveau du stress oxydatif. Donc, c'est toujours pareil, une personne qui va avoir un statut de glutathion très bas pour X raisons, inflammation, infection chronique, de là, elle va avoir une mitochondrie très exposée à l'oxydation, donc une mitochondrie qui va sans doute avoir une vie très courte parce qu'elle va être détruite par le stress oxydatif. Donc la quercétine, qui est aussi très intéressante pour activer la biogénèse mitochondriale. Et puis on a la taurine, évidemment, le ginkgo biloba, qui réduit le stress oxydatif et qui va améliorer la respiration mitochondriale et peut être utile pour prévoir ou ralentir la protection de la maladie d'Alzheimer. Donc très intéressant, ginkgo biloba, de façon très utilisée dans les maladies qui concernent la partie, le système nerveux en fait. Hein. Donc c'est une plante qui est assez connue. Voilà, donc on a quelques exemples là de molécules bioactives qui vont être très intéressantes pour une personne qui a un déficit mitochondrial. Donc on revoit ici sur un schéma un peu plus simple, regroupé. Donc pour optimiser la fonction mitochondriale, on sait que le coenzyme Q10 est nécessaire, l'acétylcarnitine, les vitamines D. On a une protection aussi de la mitochondrie, donc la protéger de son oxydation par le resveratrol, la quercétine, ginkgo biloba, l'acide lipoïque, la N-acétylcystéine. Et aussi, on doit l'alimenter, la nourrir, cette fameuse mitochondrie, donc de la coenzyme Q10, acétyl-L-carnitine, ANAC et vitamines du groupe B. Donc voilà tous les éléments qui vont permettre d'avoir une fonction mitochondriale optimale et de là d'avoir un métabolisme qui est optimal aussi. Donc, pour renforcer de façon optimale, on a besoin de ces fameux nutriments qu'on vient de voir, hein, qu'il s'agisse de vitamines, de minéraux, d'acides gras ou encore de certains acides aminés. Donc, on voit que les vitamines du groupe B, elles sont tout le temps impliquées de partout. Donc, en rappel, on les retrouve dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les fausses céréales sans gluten, comme le quinoa, sarrasin, millet, il y en a d'autres, sorgho, il y en a beaucoup. Donc, il faut une consommation régulière de ces aliments-là pour apporter des vitamines du groupe B. Les graines germées aussi, on a pas mal de vitamines du groupe B. Donc, voilà, on les retrouve dans nos aliments. Donc, par exemple, la B1 permet au glucose, une fois transformé en acide pyruvique, de rentrer dans cette organelle, donc la mitochondrie, et puis de là, elle va être transformée en ATP, comme on a vu. Donc, tous ces éléments sont des cofacteurs, sont des activateurs, sont des régulateurs. Les vitamines, les minéraux, les oligoéléments donc, sont indispensables pour le fonctionnement optimal de tous les métabolismes. Et on a vu, on revient dessus, que cette mitochondrie générait du stress oxydatif et qu'il fallait protéger notre corps de ces oxydations. Donc, on a des vitamines, la vitamine A, C, E, ce sont des vitamines qui sont antioxydantes et qui vont nous protéger du stress oxydatif généré par la mitochondrie. On a vu qu'il y avait le glutathion, peroxydase, la SOD. Voilà, donc toutes ces choses-là, si on les compile, on peut restaurer une fonction mitochondriale qui a été altérée pour X raisons. Donc le fer, on a vu que c'était aussi important. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à la personne qui avait une anémie ferrique et qui constatait qu'elle avait un marqueur TSH qui était très bas, donc en hyperthyroïdie. Et bien de là, c'est tout à fait normal parce que vous avez l'explication ici. Donc ça va ralentir le travail de la mitochondrie et de là, il y aura une baisse du métabolisme. Et de cette baisse du métabolisme,
elle sera compensée dans un premier temps par une excitation de la thyroïde. Donc, la personne peut passer en hyperthyroïdie. Coenzyme Q10 aussi, donc ça, c'est un élément qui est impliqué dans la fonction mitochondriale. Alors, ici, on voit, par exemple, très important, toutes les personnes qui prennent des statines vont avoir une synthèse de coenzyme Q10 réduite aussi, donc manque de coenzyme Q10. Pourquoi? Parce que c'est la même voie, en fait. Les statines vont réduire la synthèse de cholestérol et la statine va réduire aussi la synthèse de Q10 parce que le cholestérol et le Q10 sont fabriqués dans les mêmes usines, on va dire. Donc, si vous bloquez une usine qui fabrique plusieurs produits et que vous bloquez cette usine pour un seul produit, bah, c'est tous les autres produits aussi qui vont être bloqués dans l'usine. Donc, c'est pas très malin. Voilà. Donc, toutes les personnes qui prennent des statines sont en déficit de coenzyme Q10 et de là, elles vont avoir des syndromes de fatigue chronique. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que la mitochondrie ne fonctionne pas à plein régime et de là, elles vont avoir une baisse du métabolisme. C'est aussi simple que ça. Alors, on a aussi les acides gras qui sont extrêmement importants. Donc, les oméga 3, ici, on parle, donc sont essentiels à la mitochondrie afin d'assurer une excellente fluidité membranaire. Donc, on parle beaucoup de ces oméga 3 justement pour ça, pour la régulation de l'inflammation, pas mal de choses, mais aussi la fluidité membranaire. Alors, donc, c'est très important parce que cette déformabilité, elle va être importante pour favoriser le passage et les échanges nécessaires entre les cellules et surtout le passage des globules, par exemple, globules rouges dans les microcapillaires sanguins. Donc, on a vu la dernière fois sur la précédente formation l'inflammation. Eh ben, quand on a ce phénomène de dilatation, vous avez vu la diapédèse, vous vous rappelez de la diapédèse, donc les cellules qui sortent des capillaires sanguins, ben, si les cellules sont extrêmement rigides, elles ne vont pas pouvoir se contourner. C'est pour ça que je vous ai mis les barbes à papa, parce que moi, ça me fait tout le temps penser à ça. Si vous vous rappelez, les barbes à papa, elles prennent toutes les formes, elles ont une déformabilité à l'infini. Ben, nos cellules, c'est exactement la même chose, et cette déformabilité, elle est acquise grâce à ces fameux oméga 3. Donc, les personnes qui manquent d'oméga 3 vont avoir une rigidité membranaire qui va être défavorable dans la microcirculation. Donc, très important de comprendre que les problèmes circulatoires, des fois, dans la microcirculation, sous le crâne, sous la peau, dans les extrémités du corps, ben de là, ça peut être un problème de fluidité membranaire par manque d'acides gras d'oméga 3. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué parce que notre alimentation avant, les viandes, les poissons, les œufs, avaient des oméga 3 et au bon ratio, au bon équilibre. Aujourd'hui, les gens qui mangent des produits animaux consomment que des oméga 6 parce que l'alimentation des animaux est basée sur le tourteau de soja, sur les ensilages de maïs et des choses comme ça. Donc c'est extrêmement riche en oméga 6, très pauvre en oméga 3. Alors, de ce fait, on n'a plus d'apport par la nutrition ou très peu par ces éléments-là d'oméga 3. Donc aujourd'hui, le meilleur apport, c'est le poisson, les algues. En fait, c'est l'EPA-DHA parce que dans les huiles végétales qui nous apportent des oméga 3, c'est de l'ALA. C'est une autre forme chimique d'oméga 3. Et cette ALA doit être transformée en EPA-DHA par des enzymes qui s'appellent les désaturases. Et s'il y a des problèmes métaboliques, notamment un problème mitochondrial, une faiblesse mitochondriale ou un problème métabolique quelconque, il se peut fortement que cette transformation d'ALA en EPA-DHA via les désaturases ne se fasse pas. Donc aujourd'hui, si on veut être sûr d'apporter des oméga 3 et qu'elles soient assimilées par le corps, c'est par l'apport soit de petits poissons comme les sardines, le maquereau, le hareng. On évitera tous les autres poissons, thon, tous les gros poissons, le saumon aussi qui est très toxique. Mais voilà, une à deux fois par semaine du maquereau, du hareng, ça apporte des oméga 3 suffisamment. On a les algues aujourd'hui pour les gens qui ne veulent pas consommer de produits animaux qui apportent directement le pH. Donc très important l'apport d'oméga 3 pour la fluidité membranaire des membranes, donc pour leur déformabilité. Donc pensez bien aux barbes à papa
si on n'a pas cette déformabilité, ben, il va y avoir des problèmes dans la micro-circulation. Alors aussi, on a la carnitine. Donc là, c'est un acide aminé, on va dire une protéine. Donc ce qu'on appelle acide aminé, c'est une petite protéine. Alors moi, quand j'enseigne ça, je leur explique que la protéine, c'est un collier de perles et l'acide aminé, c'est une perle de ce collier. Donc le corps assemble des perles, assemble des acides aminés pour faire des protéines. Donc le corps, avec des perles qu'on appelle acides aminés, construit des colliers qu'on appelle protéines. Voilà. Donc la L-carnitine, c'est une perle, c'est une acide aminé et qui est nécessaire au bon fonctionnement de cette mitochondrie en fait. Donc elle permet, on a vu tout à l'heure que les vitamines du groupe B permettaient au glucose de pénétrer dans la mitochondrie. Ben là, la carnitine, elle permet aux acides gras de pénétrer cette fameuse mitochondrie et d'être transformée en énergie. Donc toujours pareil, on a des carences aussi, c'est pas rare, elles sont plus rares chez les végétariens, les végétaliens, les personnes qui prennent des anti-épileptiques aussi, les gens qui ont des problèmes hépatiques sévères, voilà, toutes ces choses-là peuvent avoir un impact sur la carnitine. Et puis on a une molécule qui est très intéressante aussi, donc pour traiter les problèmes de la mitochondrie, si jamais on avait soupçonné vraiment une activité mitochondriale en baisse, ben, ça peut être suite à une opération aussi, hein, après une opération chirurgicale, travailler sur la fonction mitochondriale, c'est très intéressant. Donc on a cette fameuse molécule, la PQQ, alors pyrroloquinoline-quinone, donc c'est assez compliqué, ça fait des mois que je lis ça, j'y arrive toujours pas. Donc il y a des noms encore plus compliqués que ça. Donc c'est une molécule que l'on retrouve dans le lait maternel beaucoup, mais en faible quantité. C'est une molécule qu'on va retrouver dans le poivron, le persil, le kiwi, le thé ou encore le poivre noir et le thé vert, et le poivre vert, pardon. Ça va jouer un rôle très important. Donc ce PQQ favorise la multiplication des mitochondries, donc la biogénèse, et va aussi diminuer les phénomènes d'inflammation. Donc moi j'ai déjà travaillé avec cette molécule plusieurs fois dans des cas un petit peu de personnes très 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 âgées en fin de vie qui perdaient tout sens en fait, hein, qui dormaient assis, qui n'avaient plus du tout de vitalité. Ben, on est en plein dedans, voilà, qui n'avaient plus du tout de vitalité. Ben, on a traité avec des molécules, la PQQ et d'autres qu'on a vu tout à l'heure, resveratrol, quercétine et d'autres molécules, et ben on a eu de super résultats, vraiment d'excellents résultats. Donc c'est quelque chose d'intéressant, c'est encore peu connu la PQQ, mais pensez-y, renseignez-vous, étudiez cette molécule, elle est très intéressante pour vraiment les gros cas d'épuisement extrêmement importants. Donc ça peut être suite à une chimiothérapie, ça peut être suite à une opération, ça peut être suite à une maladie, ça peut être suite à un burn-out, ça peut être suite à une maladie métabolique. Ça peut être très intéressant d'utiliser toutes ces molécules qu'on a vues, les PQQ et puis les antioxydants, les vitamines du groupe B, toutes ces choses-là, les polyphénols, les antioxydants, les phytonutriments. Donc voilà, en regroupant tout ça, on arrive à retravailler sur la fonction mitochondriale. Maintenant, il y a des complexes aussi certains laboratoires font des complexes et de là, c'est un peu plus facile. Donc moi, je travaille avec de labo, j'en ai un qui fait ce complexe-là et puis je vais compléter par exemple avec des produits un peu plus intéressants, liposomal avec le laboratoire, voilà, Goldman. Donc moi, je fais ma sauce, mais ça se trouve dans le commerce, on n'est pas obligé de tout détailler. Voilà. Alors après, il y a des choses, comme je vous dis, qui ne seront pas dans le complexe, et puis aussi qu'on peut surbooster si on veut plus de curcuminoïdes, si on veut plus de quercétine. Voilà. Donc on a moyen de faire un protocole, on a moyen de prendre en charge ce problème de manque de vitalité par la mitochondrie. On l'a vu la dernière fois par les glandes surrénales qui géraient, c'était la batterie du corps. Aujourd'hui, on finit ce chapitre de la vitalité par justement la mitochondrie, le métabolisme énergétique qui va être le générateur
d'un bon mental, d'une bonne santé physique. Donc voilà, c'est extrêmement important. Sans énergie, sans vitalité, on ne peut rien faire. Alors il y a une phrase qui dit que quand on veut, on peut. Eh ben, moi, je suis absolument pas d'accord avec cette phrase. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que quand on peut, on veut. Parce que quand on a l'énergie, eh ben on veut faire des choses. Quand on n'a pas l'énergie, on a beau se créer des projets, on n'a pas l'énergie pour les réaliser. Donc, la première des choses à faire, c'est ça, c'est avoir de l'énergie pour pouvoir justement s'épanouir dans la vie. Si on n'a pas d'énergie, on ne pourra pas guérir, on ne pourra pas évoluer spirituellement, financièrement, matériellement, enfin plein de choses qui vont nous coincer parce que justement, il nous manque cette fameuse énergie. Cette fameuse énergie, on l'a vu aujourd'hui et l'autre fois aussi avec les glandes surrénales. Aujourd'hui, c'était sur la mitochondrie, le métabolisme énergétique. Voilà, messieurs, dames, j'ai fini ma présentation. Je reviens avec vous. Merci Jean-Claude. Donc, je mets fin à l'enregistrement.